Ces fringantes biquettes sont parmi les plus prisées au monde pour leurs poils soyeux, les angoras. De leur toison, l'Afrique du Sud a fait une laine de luxe, le mohair, porté par les célébrités de Lady Di à James Bond, en passant par Michelle Obama. Mais ce succès porte sa part d'ombre. Il s'est tissé sur une histoire d'exil et de violence entre les communautés qui ont successivement peuplé les étendues sud-africaines. Au bout de 3 siècles de tension, la précieuse fibre paraît enfin commencer à tresser un lien entre les identités déchirées du pays. C'est à un territoire oublié de tous, à 500 km au nord du Cap, que le mohair est rattaché. L'histoire de cette laine s'inscrit dans celle des peuples autochtones, ceux qui ont surnommé ce désert le Karoo, soit le pays de la soif. Depuis des temps immémoriaux, les tribus nomades des Khoi et des San parcouraient les canyons prodigieux de la vallée de Kamdebou. Ce sont les premiers habitants de la région. Ils étaient là depuis des millions d'années. À l'âge de pierre, déjà, ils peuplaient cet endroit. Parmi les peuples indigènes, les San étaient les plus nomades. Ils pratiquaient l'élevage. Ils avaient des troupeaux de bétail ici, dans le Kamdebou. Cette région s'y prête bien. Si vous regardez autour de vous, vous remarquerez de nombreuses plantes et surtout des arbres. Les chèvres se nourrissent des feuilles de ces arbres. Et puis, elles savent bien s'adapter aux terrains difficiles. Ce qui est essentiel ici aussi, ce sont les rivières. Les populations autochtones s'installaient à proximité des rivières et conduisaient le bétail là où il y avait de l'eau. Au XVIIe siècle, l'abondance des cheptels du Karoo attire l'attention du gouverneur du Cap, à 500 km de là. Jan van Riebeeck est en quête désespérée de ressources pour nourrir les colons hollandais de la ville. En 1685, il envoie des missions d'exploration à travers les terres, jusque loin dans l'arrière-pays. Le roi de la tribu Inca, Ikon Noa, vivait ici avec ses sujets et possédait un gigantesque cheptel, des milliers de chèvres, de moutons, de bovins. Jan van Riebeeck a envoyé ses gens dans la région pour obtenir du bétail en échange de marchandises. Un troc s'est mis en place entre les colons hollandais venus du Cap et le roi Ikon. Ils ne lui donnaient pas de l'argent, plutôt des objets qu'ils avaient apportés, et aussi du cuivre et des minerais qu'ils avaient trouvés dans les environs. Ce que les Khoisan perçoivent d'abord comme un échange de bons procédés signe en réalité pour eux les prémices d'une destinée tragique. Quelques dizaines d'années plus tard, les éleveurs du Karoo voient revenir des colons. Cette fois, ces Hollandais tentent d'échapper à la mainmise des Anglais sur le Cap. Ils participent à l'exode de milliers d'entre eux dans tout le pays à partir de 1835. C'est ce qu'on appelle le Grand Trek. En voyant comment les populations autochtones vivaient ici, ils se sont dit qu'ils pouvaient eux aussi s'installer sur ces terres et y gagner leur vie. Alors, ils ont pris nos terres, car elles nous appartenaient. Nos ancêtres étaient les premiers à y habiter. Et là, ces terres se sont retrouvées clôturées et des gens y ont édifié des fermes. Les Khoisan ne se voient pas seulement privés de leur territoire, mais de leur existence même.
En un siècle à peine, les 2/3 des populations autochtones du Karoo sont anéanties. Entre les combats et les maladies pour lesquelles il n'y avait pas de remède, beaucoup sont morts. Voilà pourquoi on peut parler d'un génocide. Un peuple tout entier est laminé, remplacé par des poignées d'exilés en errance depuis le Cap, tentant désespérément de tirer des troupeaux de quoi se nourrir et fabriquer du cuir. Peu à peu, ces terres désolées voient pourtant surgir une ville entière au XIXe siècle, une des premières en Afrique du Sud, baptisée Graaff-Reinet. Avec ses habitations proprettes et bien ordonnées, elle atteste d'une activité en plein essor. À tel point que des colons anglais se prennent à leur tour à s'aventurer jusqu'ici, portés par des rêves de fortune. Je suis moi-même d'origine anglaise. Mon ancêtre a acheté notre ferme en 1850. C'est comme ça que notre famille a commencé l'élevage. Car c'est bien l'élevage qui se révèle être le filon d'or du Karoo depuis que sur les lieux de pâture, de nouvelles chèvres sont apparues. Celles-ci ne sont plus dotées d'un poil rêche et ras, mais au contraire d'un pelage merveilleusement soyeux. On raconte qu'à l'instigation de marchands, ces nouveaux caprins sont arrivés jusqu'ici depuis la Turquie. Ces chèvres angora tirent d'ailleurs leur nom en français de la capitale, Ankara. Le sultan de Turquie a envoyé, dit-on, 12 béliers et une brebis. Il avait stérilisé les béliers parce qu'à l'époque, dans les années 1800, la Turquie avait quasiment le monopole de l'industrie du mohair et craignait que cette industrie ne lui échappe. Par miracle, il s'est avéré que la brebis était pleine. Elle a donné naissance à un bélier. Et c'est à partir de ces deux chèvres-là que l'industrie de l'angora aurait démarré en Afrique du Sud. La première vente de chèvres angora a eu lieu ici même, vers 1850. Graaff-Reinet est devenue la capitale de l'élevage d'angora en Afrique du Sud. Rapidement accoutumées aux conditions âpres du Karoo, les chèvres se pressent par troupeaux toujours plus denses, élevés désormais pour leur précieuse toison qui permet l'obtention du mohair. C'est une laine peu coûteuse et très rentable. On appelle le mohair la fibre de diamant tellement elle est belle. Elle donne de l'éclat à tous les tissus avec lesquels elle est mélangée, et même quand elle est utilisée seule. Le mohair constitue une manne pour les Anglais, qui ont désormais la main mise sur l'Afrique du Sud. L'essentiel de la laine est exporté brut par la mer depuis une vaste baie protégée à 200 km plus au sud, celle de Port Elizabeth, située sur la route commerciale vers le Royaume-Uni et sa florissante industrie textile. Sur l'ancienne place du marché, la bibliothèque historique relate l'expansion de la ville stimulée par la précieuse laine. Ces anciennes cartes montrent les activités marchandes. Par exemple, là, nous pouvons voir les locaux des frères Mosenthal. C'étaient des Juifs de Lituanie. Les Juifs lituaniens étaient persécutés dans les régions russes. Ils étaient extrêmement reconnaissants envers cette ville qui leur offrait un refuge. Les Mosenthal, comme tant d'autres familles de commerçants, se sont rendus compte que Port Elizabeth tenait une position idéale pour commercialiser les matières que les fermiers de l'arrière-pays produisaient. Ils ont joué un rôle majeur dans l'industrie du mohair. Depuis Port Elizabeth jusqu'aux fermes du Karoo, les exilés venus d'Europe, qu'ils soient d'origine polonaise, hollandaise ou anglaise, tirent du mohair la source de leur prospérité, mais au prix de l'asservissement d'une autre catégorie de la population,
les Noirs. Zoulous, Xhosa ou Soto ont été amenés dans ces fermes à partir de la fin du 19e siècle depuis le nord du pays et les contrées voisines. Astreints aux tâches les plus ingrates, ils sont traités quasiment en esclaves. Leurs conditions se dégradent encore quand l'apartheid est instauré après la Seconde Guerre mondiale. Les travailleurs agricoles noirs, ce sont eux qui faisaient tout le travail. Les Blancs, les propriétaires de fermes, détenaient le savoir et l'argent. Mais au bout du compte, ce sont les ouvriers agricoles qui faisaient la tonte, les soins des chèvres, le travail de clôture, toutes ces corvées-là. Il faut attendre la fin de l'apartheid et l'élection de Mandela en 1994 pour qu'une vaste réforme agraire soit lancée qui octroie des terres et des fermes aux Sud-Africains noirs. C'est une histoire merveilleuse. En 1995, je suis allé faire une demande de terre à la municipalité. Je l'ai obtenue et ça fait 19 ans que j'y suis. C'est comme ça que j'ai appris l'élevage et je me sens fier de ça. Mes mentors, c'étaient des fermiers blancs. Parce qu'ils savent comment l'industrie de l'angora fonctionne. Ce sont des agriculteurs, des éleveurs. C'est donc vers eux que je me suis tourné. Et ils m'ont dit ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Nous devons donc continuer à travailler ensemble. Dans ce pays laminé, le mouvement de réparation reste lent et ses programmes d'entraide entravés par le manque de moyens. Marley De Jager est le seul éleveur noir de la région à être parvenu à faire prospérer son élevage. Mais il est déterminé à transmettre à son tour. Je voudrais que mon fils fasse partie de la prochaine génération d'éleveurs. Et mon espoir pour l'avenir, ce serait de voir aussi mon voisin, mes frères noirs, mes sœurs noires, et tous ceux qui le veulent devenir, eux aussi, des éleveurs.